d'abord, encore une fois, merci beaucoup, cher Alain, de cette invitation. Je suis toujours très heureux de venir et je pense que c'est important d'avoir des moments intellectuels comme ceux-là, qui sont des moments de confrontation, de disputation, comme on dit, dont on a besoin. Merci au recteur de Paris, bien sûr, de nous accueillir dans ce magnifique lieu et le directeur académique qui le représente aujourd'hui. Merci aussi aux partenaires, les éditions Nathan, le Centre international de formation et d'outils à destination des maîtres, le CIFODEM et la Fondation SNCF. Et puis, je salue donc le nouveau format de ces controverses, le dialogue avec des praticiens qui viennent de m'être présentés. Et je pense que c'est effectivement un format très intéressant. Vous avez eu 4 questions aujourd'hui. Évidemment, je prendrai connaissance avec beaucoup d'intérêt de la façon dont vous les avez traitées. L'école maternelle est-elle une école à part entière ou une école entièrement à part ? Faut-il considérer l'élève comme un créateur de savoir? Faut-il considérer le professeur comme le seul possesseur de savoir? Et comment imaginer et enrichir une compatibilité culturelle entre école et maison? Ce sont des questions essentielles et en plus la polysémie du mot durable offrait grande richesse de possibilités dans les discussions que vous avez eues. D'abord parce que le mot durable nous permet de nous inscrire dans le temps et l'éducation est évidemment une question de temps. C'est une question de mémorisation et de mémoire sur le plan collectif. Et puis c'est un lien entre le passé et le présent. J'ai souvent l'occasion de le rappeler. D'une certaine façon, le mot éducation est une façon de définir l'humain. L'éducation, c'est un rapport de l'humain à l'humain. Nous, les êtres humains, nous naissons particulièrement faibles. Si nous nous comparons au reste des créatures, nous sommes une des créatures les plus faibles à la naissance. Et pourtant, nous nous développons grâce aux autres, grâce aux interactions humaines, et donc grâce à l'éducation. En l'occurrence, grâce à notre entourage immédiat, et puis grâce à l'éducation, notamment quand elle s'institutionnalise, comme c'est le cas dans la République française. Et donc, l'être humain, d'une certaine façon, se définit par l'éducation, et cette éducation elle-même peut être définie par la liberté, parce que cet acte éducatif, c'est un acte qui doit faire naître toujours plus de liberté. Chaque acte d'éducation est un acte qui permet d'aller vers la liberté, et c'est ainsi que nous devons concevoir la notion de durable. Quand il y a une éducation durable, c'est que c'est une éducation qui, durablement, va nous rendre libres. C'est pour ça aussi que cette liberté qui définit l'éducation contribue à ce que l'éducation définisse la liberté. Parce que la liberté dont je parle, ce n'est pas la liberté consommation, ce n'est pas la liberté du choix aveugle, ce n'est pas la liberté des faux monnayeurs, c'est la liberté construction. Et c'est pour ça qu'elle nous renvoie à un paradoxe de l'éducation qui est que la liberté en matière d'éducation passe par de la contrainte. Il y a la nécessité, évidemment, de passer par certaines étapes pour aller vers cette conquête de liberté. Et donc une éducation durable, c'est une éducation qui a le sens du temps, et ce temps est lui-même synonyme de liberté, il est synonyme de libération, la libération qui est la vraie liberté, tandis que parfois certaines libertés immédiates peuvent être synonymes d'aliénation. Eh bien, c'est ce à quoi nous sommes invités par un tel mot, à mon sens, et bien sûr, cette réflexion ensuite se décline dans les enjeux concrets qui sont ceux des questions que vous avez posées. Cette vision de l'éducation durable, elle nous renvoie aussi à une autre acception du terme que nous avons tous à l'esprit, puisque l'expression développement durable est une des expressions qui a le plus fleuri, si j'ose dire, au cours des 2 dernières décennies. Et en effet, nous avons à avoir une éducation qui nous permette d'avoir une plus grande conscience de ce qui nous entoure et du respect de la nature. De ce point de vue-là, je voudrais avancer 2 idées qui contribuent à la réponse aux 4 questions. La première, c'est que plus nous entrons dans cette nouvelle civilisation dans laquelle nous sommes et dont nous parlons si souvent, année après année, c'est-à-dire une civilisation technologique, plus nous entrons dans cette nouvelle civilisation, plus nous avons besoin d'ancrer nos élèves, d'ancrer nos enfants et nos adolescents. Et donc, la civilisation technologique, elle ne doit pas nous faire peur, elle est de toute façon un fait, et c'est un fait qui a de très bons aspects, qui crée potentiellement plus de liberté. Mais cette civilisation doit s'accompagner nécessairement d'un plus grand ancrage si nous voulons qu'elle soit humaine, si nous voulons qu'elle soit humaniste. C'est ce qui me rend optimiste sur la fonction professorale, c'est-à-dire je pense que plus nous entrons dans cette civilisation, plus nous aurons besoin de professeurs, et plus les sociétés vont devoir dédier de l'énergie, et donc des moyens humains, matériels,
mais aussi de l'énergie collective, c'est-à-dire de l'attention à cette fonction d'éducation, et donc à la fonction professorale. Et cette fonction professorale, elle va venir non pas compenser la civilisation technologique, mais la maîtriser. Et la maîtriser au travers notamment du couple que forme le professeur et la machine, qui doit être une sorte de couple exemplaire pour ce que l'enfant et l'adolescent voient au travers de leur éducation. Autrement dit, ils doivent sentir, par l'usage des technologies, que c'est l'être humain qui domine la machine et pas l'inverse. Et donc nos pédagogies, à la fois doivent puiser dans ce qu'il y a d'éternel dans l'éducation en la matière et dans ce qu'il y a de nouveau en matière technologique pour incarner cela, c'est-à-dire le couple réussi entre l'homme et la machine. Et donc cette éducation durable, c'est une éducation qui ancre, parce que c'est une éducation qui, notamment à l'école primaire, mais aussi dans l'enseignement secondaire, va faire très attention, premièrement, à ce que l'élève maîtrise les savoirs fondamentaux, condition indispensable à tous les autres savoirs et à l'ancrage indispensable, mais aussi le rapport à la nature et le rapport à la culture. Et ce rapport à la nature, il n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Nous réinventons simplement quelque chose qui, là aussi, a toujours été présent dans le domaine éducatif. Nous avons besoin, tout simplement, d'un enfant qui ait une relation réelle avec la nature. Moi, je suis frappé du fait que même dans certaines écoles rurales et dans certains milieux ruraux, les enfants connaissent mal la nature. Elle est autour d'eux, mais c'est l'écran, les activités centrées sur soi-même qui vont l'emporter, même en milieu rural. Donc nous devons aller à la reconquête de la nature, non pas pour la dominer pleinement, comme Descartes parfois nous y a invités, mais en tout cas pour être en relation avec elle. Et l'éducation durable, c'est cette relation à la nature que nous devons retrouver. Et puis, de manière plus directe, c'est aussi évidemment la connaissance de la nature, et donc les sciences, et tout particulièrement les sciences de la nature. Sur ce point, la rentrée qui vient d'avoir lieu, cette rentrée 2019, était particulièrement importante, à la fois parce que nous avons une feuille de route qui a été élaborée avec les lycéens en particulier, qui comporte 8 points, et qui est une feuille de route d'implication des élèves dans les enjeux du développement durable. C'est ainsi qu'on a élu des éco-délégués dans toutes les classes, normalement, des collèges et des lycées de France, et qu'aujourd'hui, le message que j'adresse à l'ensemble des élèves sur ce point, et j'ai eu beaucoup d'occasions de le faire récemment, c'est soyez acteurs de ces enjeux de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique, pas seulement des lanceurs d'alerte, comme on dit aujourd'hui, puisque l'alerte, elle est largement lancée, mais tout simplement des acteurs dans une vision qui soit optimiste, positive, constructive, et qui nous permette, en effet, d'avoir l'indispensable renaissance de la biodiversité, l'indispensable évolution de notre société pour qu'elle soit durable. Donc l'éducation durable signifie beaucoup de choses, et je pense que vous avez certainement cet après-midi beaucoup élaboré autour de cela. En quoi ces approches nous permettent de mieux répondre aux 4 questions qui ont été posées? D'abord, s'agissant de l'école maternelle. Oui, elle est une école à part entière, plus qu'une école entièrement à part. Elle est une école à part entière, ce qui la distingue de l'école élémentaire, bien entendu. Et c'est bien ce que nous avons voulu signifier au travers de l'instruction obligatoire à 3 ans. Je le rappelle toujours, et je l'ai fait dans plusieurs hémicycles et plusieurs amphithéâtres, l'instruction obligatoire à 3 ans, c'est non seulement une mesure de nature juridique et de nature sociale, qui nous permet de ramener 25 000 élèves à l'école chaque année, et souvent issus des milieux les plus défavorisés, mais c'est aussi un message qualitatif sur l'école maternelle. J'ai été amené, par exemple dans l'hémicycle du Sénat, à dire aux parlementaires, mais au fond, saviez-vous combien d'élèves allaient à l'école au moment des lois Ferry des années 1880? Et c'est en général quelque chose que l'on ignore. Comme je l'ai dit plusieurs fois, maintenant je pense que c'est moins ignoré, mais ça c'est prétentieux. Ce chiffre était donc de 93%. 93% des élèves allaient à l'école avant l'instruction obligatoire à 6 ans. Heureusement, c'était l'effet du travail de Duruy, de Guizot, il s'est passé des choses avant Jules Ferry. Mais les lois Ferry ont permis, premièrement, d'emmener 7% des élèves qui n'y allaient pas à l'école élémentaire, c'est considérable, c'est des dizaines de milliers d'enfants, et donc ce 7% n'est pas négligeable. Mais surtout, elles parviennent avec un écho considérable jusqu'à nous, parce qu'elles ont permis un message républicain qui n'a pas perdu un iota de son importance, c'est-à-dire
tous les enfants en France vont à l'école à partir de 6 ans, désormais à partir de 3 ans, et ce message, il est quasiment constitutif de la République. Et donc aujourd'hui, envoyer un message que ce n'est pas 6 ans, mais 3 ans, c'est pas seulement pour les 3% d'élèves qui n'allaient pas à l'école maternelle, et qui comptent, qui sont importants, mais c'est pour tous les élèves et pour toute la société française, un message qui consiste à dire l'école maternelle, c'est absolument fondamental. Et le dire dans le pays qui a un peu inventé l'école maternelle, en 1848, et qui, de ce fait, a une forme de légitimité sur ces sujets, mais surtout, dès la Deuxième République, et donc pas la Troisième, avait comme idée que ce qui se passe à ce moment-là a un rapport avec ce qui constitue la société, et avec l'idée républicaine d'égalité entre tous, et notamment d'égalité par l'éducation. Et donc, ce pays, la France, a évidemment un message particulier sur l'école maternelle. Nous sommes devenus le pays qui met l'instruction obligatoire le plus tôt dans la vie. Et évidemment, j'assume totalement cela et je l'assume pleinement, notamment dans des cénacles internationaux, parce que ça interroge. On peut avoir des arguments contre cela au nom des libertés en particulier. Mais la France assume que la République permet de compenser les inégalités le plus tôt possible, parce que la première des inégalités, c'est l'inégalité devant le langage. Alain Bentolila le sait mieux que personne, et le dit mieux que personne. Et cette inégalité devant le langage, si nous ne la compensons pas le plus tôt possible, eh bien, les retards qui existent dès l'âge de 6 ans sont très difficiles à rattraper ensuite. Il y a une semaine, j'étais dans l'académie de Nancy-Metz, dans une petite commune proche de Nancy. Je suis allé dans une école où on m'a parlé d'une famille de 3 enfants. Les 2 premiers avaient plus de 6 ans, n'avaient pas été à l'école maternelle, sont arrivés directement en CP, avec des retards importants, difficiles à rattraper encore maintenant. La 3e de la fratrie est arrivée là, à 3 ans, à l'école maternelle, et les premiers mois permettent de voir que c'est extrêmement bénéfique. Si tout ce que nous faisons ne valait que pour cet enfant-là, nous n'avons pas perdu notre temps, et il se trouve qu'il y a plusieurs enfants comme elle, et il est important que nous agissions dans ce sens. Et il y a donc, au travers du projet de l'école maternelle, une visée sociale, une visée d'égalité, une visée républicaine, une visée pédagogique qui fait de l'école maternelle une école à part entière, avec ses règles propres. Et ces règles propres, il y a différentes manières de les décrire. Pour ma part, ça consiste à dire que cette école est par excellence l'école de la confiance, par excellence une école importante, par excellence une école où on vient avec plaisir, et une école où on va entretenir cette curiosité qui existe chez chaque enfant quand il arrive à l'école maternelle. Un enfant qui arrive à l'école maternelle, de l'expérience que j'ai, je n'en ai jamais vu un qui n'arrive pas avec un goût d'apprendre. Il arrive qu'il pleure. Mais c'est les tout premiers jours. Et l'école maternelle est tellement bien faite qu'au bout de quelques jours, il ne pleure plus. Et depuis quelques temps, comme on fait la rentrée en musique, même le jour de la rentrée, on ne pleure plus. Et donc, ce bonheur de venir à l'école, ce goût d'apprendre, assez inhérent à la nature humaine, notre responsabilité d'institution scolaire, c'est de l'entretenir, de le cultiver et de le porter plus loin. Or, nous savons bien que nous faisons cela imparfaitement. Nous le faisons assez bien, mais nous le faisons imparfaitement. Et donc, l'école maternelle, elle va porter encore plus loin cette curiosité, elle va entretenir la flamme, et elle va permettre de cumuler la notion de plaisir avec celle d'effort. Et les enfants, là aussi, très spontanément, sont dans cette logique. Très souvent, vous voyez les enfants de maternelle très fiers d'utiliser le mot « travail ». Hein, j'ai travaillé aujourd'hui. Et un esprit adulte un peu étroit a l'impression qu'il a simplement joué. En réalité, en effet, l'enfant a raison de prendre au sérieux le jeu qu'il a fait, parce que ce jeu est le meilleur des travaux qu'il pouvait effectuer pour, sans le savoir, se préparer à des choses importantes pour la suite. Quand un enfant chante à l'école maternelle, il acquiert du vocabulaire, et acquérir du vocabulaire, c'est le plus grand des capitals acquis pour la suite, et notamment pour l'entrée dans la lecture et l'écriture. Et donc au travers du jeu, du chant, de l'art, du bonheur d'être là, du bonheur d'être avec les autres, de la compréhension du fait que c'est encore mieux de gagner à plusieurs que tout seul, de tous ces enjeux qui sont ceux de l'école maternelle, en réalité, on prépare l'avenir. C'est pourquoi il faut éviter un faux procès qui pourrait parfois découler de la question telle qu'elle est posée. Le faux procès, ce serait de dire « vous avez une vision
stakhanoviste de l'école maternelle, vous avez une vision utilitariste de l'école maternelle, vous voulez que les enfants travaillent trop tôt et que ainsi se perdent à la fois l'âme de l'école maternelle et l'appétit de l'enfant. Mais c'est l'exact inverse de cela. C'est-à-dire qu'on doit renforcer le plaisir, le bonheur d'être là à l'école maternelle, mais au travers de stratégies qui peuvent être, encore une fois, ludiques et artistiques en particulier, sportives aussi, physiques, et de contact avec la nature, au travers de ces stratégies, en réalité, faire des choses fondamentalement utiles pour l'école élémentaire et pour la suite du parcours. Et sur ce sujet comme sur d'autres, on ne doit surtout pas créer de fausses oppositions. C'est précisément parce qu'on va cultiver cette notion de bonheur et de plaisir et de confiance que l'on va être au service d'objectifs qui sont des objectifs extrêmement rigoureux, assumons-le, qui sont ceux de l'école élémentaire. D'où le fait que nous avons fait des évaluations de début de CP. Et rappelons que nos évaluations de début de CP et nos évaluations de début de CE1 nous ont montré des progrès des élèves de CP des 2 dernières années et peu de progrès, si on peut utiliser ce terme, pour les élèves de début de CP. Ce qui nous renvoie à tout le chantier de l'école maternelle et à toute l'attention que nous devons porter à l'école maternelle, ce qui va justifier l'amélioration du taux d'encadrement en école maternelle les prochains temps, les grandes sections A12 en réseau d'éducation prioritaire qui ont déjà commencé dans certains territoires et qui vont se développer au cours des prochaines rentrées, et donc tout simplement une politique de l'école maternelle qui est à la fois une politique quantitative sur le taux d'encadrement en particulier, mais aussi et surtout une politique qualitative, c'est-à-dire une politique pédagogique pour laquelle on a besoin des controverses des cartes, pour laquelle on a besoin de ce que vous avez probablement dit cet après-midi, de l'expérience qui est la vôtre, des talents qui sont les vôtres, des connaissances qui sont les vôtres, et de ce travail intellectuel qui doit nous positionner comme une société moderne, épanouissante pour nos enfants. Donc oui, c'est une école à part entière, ça ne la déconnecte pas de l'école élémentaire, c'est précisément parce qu'elle est une école à part entière qu'elle n'est pas entièrement à part par rapport à l'école élémentaire. Sur la deuxième question, et je vais être plus bref sur l'ensemble des 3 autres questions, faut-il considérer l'élève comme un créateur de savoir? C'est une expression, mais je pense que chacun l'a compris dans tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, c'est une expression que je n'aime pas beaucoup. Dire que je considère que l'élève n'est pas créateur de savoir, même si on voit bien qu'une acception de cette expression pourrait avoir une réponse positive. Mais je pense que c'est source de malentendu que de dire cela. L'élève doit être actif dans l'acquisition de ses savoirs, ça c'est un principe pédagogique éternel, et donc on doit mettre l'élève en activité par rapport à l'acquisition des savoirs, mais il est rare qu'un élève réussisse à réinventer le théorème de Pythagore tout seul, il est rare qu'un élève puisse à lui seul réélaborer le patrimoine littéraire du pays dont il provient, etc. Il y a donc des choses qui ont été acquises au cours de l'histoire qui l'a précédé, et c'est ça aussi qui nous fait humains. Nous ne sommes pas Adam et Ève, nous sommes des héritiers de toute l'expérience passée. C'est la force de l'éducation que de nous transmettre cela. Dire cela n'a rien de conservateur. Dire cela, c'est au contraire extrêmement progressiste, à mes yeux, c'est-à-dire qu'on doit faire bénéficier tous les élèves de ce patrimoine fabuleux constitué par tous ceux qui nous ont précédés, et le faire de manière structurée, comme on ne peut pas tout transmettre et réussir tout dans cette transmission, eh bien, avoir une approche pédagogique personnalisée qui permette d'atteindre l'objectif d'égalité. Et ça nous renvoie évidemment toujours à la 3e question, qui évidemment va de pair avec la 2e, c'est est-ce que le professeur est le seul possesseur de savoir? Alors là, je vais faire une réponse en apparence plus moderne. C'est que, bien entendu, il n'est pas le seul possesseur de savoir. D'ailleurs, il ne l'a jamais été. Mais c'est sûr qu'il l'est moins qu'avant. C'est une évidence. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'on était dans un changement de civilisation. Il est évident que la caractéristique de ce changement de civilisation, elle est dans cette question. C'est-à-dire dans le fait qu'on est passé d'une civilisation de la rareté de la connaissance à une civilisation de l'abondance de la connaissance. Que pour nous tous ici présents, pour autant que je puisse le voir, même si certains d'entre nous sont jeunes, enfants, nous avons eu à chercher le savoir. Nous avons eu à nous déplacer pour connaître. Et aujourd'hui, le savoir vient à nous. Ce simple fait est évidemment très important. Bien sûr, en disant ça, je n'oublie pas la fracture numérique, le fait que le savoir ne vient pas vraiment à tous tant que ça, etc. Mais
le paradigme dans lequel nous sommes entrés, c'est un paradigme où le savoir vient à chacun. Et où, évidemment, c'est des problèmes très nouveaux et très importants qui se posent dans cette nouvelle configuration. Et c'est des problèmes qui sont bien identifiés. Comment les traiter? Eh bien, c'est justement en donnant aux professeurs un rôle fondamental comme personne qui structure le savoir. D'abord, le professeur sait plus de choses que l'élève, c'est ce qui fonde sa présence et son autorité. Mais l'élève peut savoir des choses, bien entendu, et l'élève doit être mis en action par rapport à ces choses. D'une certaine façon, tout professeur est professeur de choses, dans le sens plein de ce terme, dans le sens pédagogique de ce terme. Et ce professeur qui sait des choses est surtout un professeur qui a du discernement et qui va accompagner l'élève dans l'acquisition de savoir. De ce point de vue-là, la civilisation numérique dans laquelle nous sommes entrés est absolument extraordinaire. Je donne quelques exemples de mes expériences récentes. Nous venons d'annoncer avec le service public de l'audiovisuel, avec tous les acteurs du service public de l'audiovisuel, la création d'une plateforme Lumni. Lumni, d'ailleurs, est un terme qui veut bien dire ce qu'il veut dire, et qui fait que nous avons recomposé l'ensemble des ressources pédagogiques données à tous les professeurs, mais aussi à tous les élèves et en réalité à toute la société, sur les sujets qui correspondent au programme de la maternelle à la terminale. Le fait de structurer ces connaissances, le fait de donner une abondance de ressources certifiées, donc quelque chose de structuré, est évidemment typique de bénéfices, de ressources qui n'existaient pas auparavant et qui caractérisent la vie pédagogique moderne. Et donc, faut-il considérer le professeur comme le seul possesseur de savoir? Certainement pas. Par contre, il est un canal de savoir, il est un élément de structuration du savoir, et ceci non seulement ne le diminue pas dans la société moderne, mais au contraire en fait un personnage central, non seulement de la classe, mais de la société. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le professeur au XXIe siècle. Je crois très profondément au repositionnement du professeur au XXIe siècle, c'est-à-dire que dans notre histoire du XXe siècle, nous avons eu un temps de prestige extrême du professeur, détenteur du savoir, dans son village en particulier. Nous savons bien qu'il y a eu une crise de cette identité du professeur depuis quelques décennies. On pourrait croire que cette crise est accentuée par la révolution numérique. Je prétends que non seulement elle n'est pas accentuée, mais qu'elle permet une sorte de troisième temps, une forme de rebond de ce positionnement du professeur. Et donc, comment imaginer enrichir une compatibilité culturelle entre l'école et la maison? Je pense que c'est évidemment très relié aux trois questions précédentes, parce que, en effet, nous devons avoir une vision complète du temps de l'enfant. D'abord, première remarque sur ce point, toutes les études à l'échelle mondiale montrent que les deux premiers facteurs de réussite d'un système scolaire, c'est la formation des professeurs d'une part, la façon dont ils sont recrutés et formés, et d'autre part, la relation parents-école. Et sur ce deuxième point, la France n'a pas une force particulière. Et nous sommes même probablement moins bons que d'autres pays. Dès l'école maternelle, nous devons refonder cette relation entre les parents et l'école. Ce serait un exposé en soi que d'aller dans tous les détails de ce que cela signifie, mais cette alliance entre la société et l'école, et tout particulièrement entre les parents et l'école, c'est une des choses que je veux signifier en parlant d'école de la confiance. Et donc cette école de la confiance, elle suppose que nous soyons capables, évidemment, d'avoir une vision complète du temps de l'enfant et de la complémentarité entre ce qui se passe à l'école et à la maison. Et nous savons bien que si nous ne nous préoccupons pas de cela, nous allons vers toujours plus d'inégalités. Donc ça renvoie à ce que je disais précédemment sur la compensation des inégalités devant le langage par l'école, mais aussi au travail à faire avec les parents pour que le temps de sommeil, les enjeux de nutrition, les enjeux éducatifs, les enjeux de rapport aux écrans, toutes ces questions soient vues dans une forme d'alliance entre l'école et les parents. C'est ce que nous faisons au travers de toute une série d'actions. Là aussi, je ne peux rentrer dans les détails. La mallette des parents est un bon exemple de cela. Mais ce que nous sommes en train de faire avec les cités éducatives est un autre exemple très intéressant, où par les moyens nouveaux que nous allons donner dans certains territoires, souvent aux principaux de collège, nous allons avoir des actions sociales et éducatives nouvelles. Enfin, une troisième illustration, c'est le fait que je suis ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse,
et que donc à ce titre, nous sommes en train de mobiliser tout le champ périscolaire au service d'une cohérence entre ce qui se passe dans le temps scolaire et ce qui se passe hors temps scolaire pour l'élève. Concrètement, c'est le plan mercredi auquel j'attache beaucoup d'importance. Si on retrouve les enjeux du rapport à la nature, à la culture, au sport pour les élèves. Et puis, c'est ce que nous aurons à dire tout au long des années à venir sur le droit aux vacances, sur ce qui se passe dans ce temps extrascolaire qui doit être bénéfique pour les élèves et qui doit compenser les inégalités. Et donc oui, nous devons aller vers une alliance famille-école beaucoup plus réussie dans les temps qui viennent et rechercher une compatibilité culturelle entre l'école et la maison, c'est aussi renforcer la République en dehors de l'école. Et ce sera ma conclusion. Nous avons un enjeu, évidemment, de consolidation de la République. Cet enjeu, il est infini. La République a toujours eu besoin de se consolider. Et les lois Ferry ont été évidemment un vecteur majeur de consolidation de la République, alors même que dans les années 1880, et au moment où se construisait, s'envisageait le lieu où nous sommes, dans la lignée, bien sûr, des siècles précédents, et dans la visée de Robert de Sorbon, dont la statue veille sur nous, eh bien, dans cette époque-là, il est évident que le projet scolaire a été, par excellence, pas le seul projet, mais le projet central pour consolider la République. Nous avons mutatis mutandis, un défi de même nature. Comment est-ce que dans une société très ouverte, où les flux migratoires font que nous avons un pourcentage important de nos élèves qui ne sont pas d'origine française, mais qui sont français, et qui auront une vie réussie si nous réussissons à ce que l'appartenance à la République soit une évidence pour tous. Comment est-ce que nous réussissons cela? Par un lien famille-école réussi, non seulement parce que l'école écoute la famille, mais aussi parce que la famille écoute l'école. Et parce que l'élève, dans son passage par l'école, a tout simplement reçu un message d'optimisme républicain. Nous réussirons nos défis si le projet républicain apparaît comme une évidence vécue, pas simplement comme une sorte de nouveau catéchisme, comme un message d'éducation civique et morale descendant. On a besoin de ce message, surtout ne l'édulcorons pas. Il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Nous avons besoin que dans chaque territoire de la République, qu'il soit urbain ou rural, et quelles que soient les origines des enfants et quels que soient leurs milieux sociaux, eh bien, on sente que l'égalité passe d'abord et avant tout par l'éducation, que ça n'est pas un vain mot, et que le projet républicain, par l'éducation, a encore un bel avenir. Ça signifie que l'école doit apparaître comme étant à la hauteur des enjeux sociaux, mais aussi des enjeux de développement durable. Ça peut nous faire méditer sur les mots de Léonard de Vinci, dont nous fêtons le 500e anniversaire de la mort, et la région Centre en a fait les 500 ans de la Renaissance, et elle a eu raison. Léonard de Vinci disait « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Bien, je pense que c'est une citation très belle, qui est transversale aux 4 questions que vous vous êtes posées, qui nous permet d'avoir une interprétation directe, c'est-à-dire qu'en effet, nous avons un enjeu de développement durable dans notre éducation, mais je crois aussi qu'au travers de cela, c'est un formidable message d'optimisme qui nous vient non seulement des Lumières, mais de la Renaissance, et bien entendu qui a des racines encore plus anciennes, et qui est que, bien entendu, en explorant la nature, en sachant à la fois la connaître et la respecter, nous pouvons avoir confiance dans l'être humain, c'est-à-dire aussi dans la République et dans son école. Merci beaucoup.